Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous. On va commencer. Je me présente rapidement. Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef à la Fédération québécoise d'athlétisme. Je vais animer l'atelier d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir trois excellents conférenciers qui vont nous entretenir sur les épreuves combinées. Avant de commencer, on rappelle quelques petites règles de fonctionnement. Donc, à l'exception des conférenciers, on vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos caméras ainsi que vos micros pendant le déroulement de la conférence pour le bon déroulement. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte de clavardage. Je vais jeter un coup d'œil à l'occasion, puis je vais me charger de poser vos questions à nos conférenciers. Donc, je débute en vous présentant rapidement nos trois conférenciers, donc trois entraîneurs d'expérience à la Fédération québécoise d'athlétisme qui interviennent notamment dans les épreuves combinées. Donc, on a avec nous Mme Annie Potvin, entraîneur au club d'athlétisme dynamique de Laval. Annie intervient entre autres en épreuves combinées, mais aussi dans les épreuves de saut, de sprint. Elle a d'ailleurs été une excellente heptathlète dans les années 80. Puis, on a aussi avec nous Alfredo Villar-Sbafi, qui entraîne au Saint-Laurent-Sélec ainsi qu'à l'Université McGill. Alfredo qui intervient avec les athlètes de combiné, également avec les athlètes de sprint et de saut. Et on a Luc Lafrance, entraîneur à l'Université de Sherbrooke. Luc qui intervient en épreuves combinées, mais qui est également spécialiste des épreuves de lancer. Donc, on a trois entraîneurs polyvalents qui vont assurément pouvoir nous en apprendre aujourd'hui. La façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais poser quelques questions à nos conférenciers. Ils vont répondre à tour de rôle. Puis, on va garder du temps à la fin aussi pour répondre aux questions des gens qui sont à l'écoute. Donc, gênez-vous pas, ça peut être pendant, vous écrivez dans le clavardage, puis je vais m'assurer de poser vos questions d'ici la fin. Donc, on va commencer avec le premier thème que je veux aborder aujourd'hui avec nos conférenciers. Donc, on va parler un peu du cheminement idéal que devrait avoir un jeune athlète qui aspire à faire des épreuves combinées. Donc, la première question que je pose, c'est comment devrait s'entraîner un athlète qui a un bon potentiel pour les épreuves combinées lors de son passage dans les catégories cadets, juvéniles, dans l'optique d'optimiser ses chances d'avoir du succès à plus long terme en junior, en senior. Donc, quelles sont les bonnes bases, les bons fondements qu'on devrait donner à de jeunes athlètes pour leur donner des outils pour avoir du succès en épreuves combinées? Je débuterai avec Annie en quelques minutes. Quelle est ta vision à ce sujet-là? C'est sûr que l'entraînement que je fais avec mes jeunes, c'est surtout au niveau benjamin, cadet, juvénile. Je n'ai pas la chance nécessairement d'aller beaucoup plus loin avec eux autres, sauf peut-être un peu au niveau universitaire. Mais je pense que pour un jeune, qu'est-ce qui est important surtout, c'est d'essayer de toucher à tout, d'être initié à ces jeunes aux courses, au sprint, au saut, au lancer, pour voir un peu comment ils se débrouillent, de les initier aussi à différentes formes d'entraînement, soit par circuit training, soit par le travail de pose de pied au sol, de pose de pied, travail les chevilles, circuit de medicine ball, circuit de toutes sortes de circuits, dans le fond, pour essayer de les confronter aux différentes épreuves des combinés et voir comment est-ce qu'ils se débrouillent. Quand ils sont rendus juvéniles, ça prend un peu plus de temps d'entraînement pour pouvoir continuer à se développer au niveau juvénile parce qu'on a affaire à des athlètes qui doivent faire 10 épreuves. Maintenant, on est rendu avec soit le décathlon ou l'heptathlon, donc ça devient un peu plus complexe. Et puis, ça prend une charge d'entraînement qui est un petit peu plus grande. Donc, il faut que l'athlète soit vraiment disponible, puis qu'on puisse toucher à tout, puis les initier au saut à la perche, au lancer du javelot. Dans le fond, s'ils ont des sprints quand ils sont très jeunes et juste des sprints, il va y avoir un petit peu de lacunes au niveau du haut du corps, des lancers, puis de la coordination dans l'ensemble. C'est un petit peu ma vision. Et puis, la plus grande difficulté, je pense, au niveau des hommes, ça va être le saut à la perche et le 400 mètres. Donc, il faut vraiment faire une bonne base de volume avec eux autres, et une bonne base aussi
de coordination puis de développement du haut du corps pour qu'ils puissent performer dans ces épreuves-là aussi, qui sont des épreuves qui sont quand même cruciales dans leur cheminement. Merci beaucoup pour ta réponse. Je passerai la parole à Alfredo, si tu veux nous partager ta vision avec comment on devrait développer les jeunes athlètes pour les épreuves combinées. Oui, donc je pense que j'approche la question d'un point de vue différent. Un peu, Annie a beaucoup plus d'expérience avec des athlètes de cet âge-là que moi, j'ai pu en avoir. J'en ai eu un petit peu par le passé, moins maintenant. Donc, moi, ce que je vois souvent, c'est je me retrouve souvent avec des athlètes qui ont eu un développement cadet juvénile que je ramasse, entre guillemets, quand ils sont juniors, seniors. Ce que je dirais, je dirais pas que c'est un problème majeur au Québec, mais parfois ça peut l'être, c'est que j'ai l'impression que des fois, la technique est importante, la technique c'est quelque chose sur laquelle on veut travailler, mais il faut attention de ne pas faire du surentraînement de la technique. Dans le sens, je pense que c'est important de laisser aux athlètes la capacité de s'exprimer avant qu'on commence à apporter des correctifs. On est des fois très rigide dans nos modèles techniques, puis on dit voici comment on devrait être capable d'entraîner, on devrait entraîner un athlète, voici la forme que l'athlète devrait avoir quand il s'exécute. Mais des fois, on inhibe un petit peu son développement personnel. Chaque corps est différent. Ils ont tous leurs paramètres physiologiques qui sont particuliers à leur propre corps. Et des fois, de les laisser s'exprimer un peu, de juste de les mettre dans des contextes où ils doivent exécuter un geste. Ils doivent accomplir quelque chose, sauter loin, par exemple, et les laisser essayer ça par eux-mêmes, d'essayer de trouver la solution par eux-mêmes. C'est souvent une bonne approche. Donc, mais je dirais de façon générale, oui, la technique est importante. Oui, c'est important que certains patrons moteurs soient développés très jeunes. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est que j'essaye de trouver des facteurs, des points communs entre les épreuves. Courir, c'est courir. Donc, je veux dire, courir bien, c'est courir bien. C'est quelque chose qui peut être déplacé après en longueur, soit la perche, dans bien d'autres épreuves. Donc, apprendre à courir, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à une épreuve. Ensuite, en lancer, par exemple, l'enchaînement cheville, genou, hanche, épaule, cette espèce de rotation, cette espèce d'enchaînement-là, en décalé un peu, c'est quelque chose qui est dans toutes les lancers. Donc, d'apprendre ça, ça peut se faire avec un medicine ball. Donc, apprendre à lancer des choses de façon générale va leur permettre de bien lancer plus tard. Donc, donnez-leur l'opportunité de lancer beaucoup. Mon expérience, surtout avec des filles, entre autres, puis je ne sais pas être sexiste ici, là, mais souvent avec des filles, le problème qu'on a, c'est qu'on les met moins dans des sports où ils ont l'habitude de lancer. Je n'ai pas les filles qui jouent à la balle molle, c'est quand même une minorité, mais la plupart des garçons vont avoir joué au baseball, on va jouer au football. Donc, ils vont avoir lancé quelque chose. Donc, d'avoir l'habitude, l'expérience d'avoir lancé des objets, c'est quelque chose qui va par la suite se traduire très bien dans junior, senior, être capable de lancer n'importe quoi des engins de lancer. Donc, aussi, autre chose, je pense qu'Annie l'a mentionné, c'est la capacité de travailler bien avec sa cheville au sol, donc la capacité de rebondir. Et ça, rebondir, ça ne veut pas dire sauter en hauteur ou sauter en longueur, ça veut simplement être capable de rebondir, donc être capable de faire des multibonds, différents enchaînements, mettre des obstacles, sauter un peu partout. Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Et la dernière chose que je dirais concernant les jeunes, et surtout en épreuve combinée, c'est de faire attention au volume. Oui, c'est important, il y a beaucoup de travail à faire. N'oubliez pas que les jeunes, là, ils vont se développer, là, juste physiologiquement parlant, hormonalement parlant, ils vont développer leurs aptitudes physiologiques. Donc, encore une fois, faisons attention de ne pas les surentraîner. Et aussi, faisons attention. Rappelons-nous que souvent, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à des juniors et seniors, et c'est mon expérience négative des fois que j'ai avec des juniors et seniors, c'est qu'ils arrivent blessés dans ces catégories d'âge-là. Donc, le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir souvent, là, c'est de dire qu'ils sont en santé quand ils sont juniors, seniors. Donc, essayez de prendre les mesures pour qu'ils ne soient pas surentraînés, qu'ils ne soient pas fatigués, blessés quand ils arrivent junior, senior, et ils vont avoir une carrière par la suite. C'était tout. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, on enchaînerait avec Luc, si tu veux nous fournir ta vision de l'entraînement des jeunes athlètes en prévision des épreuves combinées. Oui, ma vision est un peu complémentaire à celle d'Alfredo et celle d'Annie. C'est sûr que l'approche technique, pour moi, est hyper intéressante, sans nécessairement aller dans les points qui sont très, très, très pointus. Mais si on peut y aller vraiment plus au niveau des développements de certaines aptitudes, d'accord? On sait que la vitesse, c'est important de le travailler. La puissance, dépendant de l'âge aussi, va être important de travailler. Donc, ces points-là sont majeurs, selon moi, d'accord, pour avoir de bons athlètes en épreuves combinées. Si je regarde plus au niveau des épreuves, oui, les sprints sont importants, mais je pense que les haies, c'est une grosse base pour plusieurs épreuves. À l'intérieur des haies, on peut travailler, on
on peut l'avoir avec différentes approches. On travaille beaucoup au niveau du pied au sol, on va travailler beaucoup le rythme. D'accord? On va travailler beaucoup du dynamisme, ces choses-là, la souplesse. Donc, c'est des épreuves qui sont très importantes. Puis, au niveau des sauts aussi, au niveau des lancers, je me concentre avec les plus jeunes, je vais me concentrer plus sur le javelot en tant que tel, parce que le javelot, c'est un peu une épreuve qui se monte moins. Le disque et le poids, d'accord, sont plus facilement adaptables. Dès qu'on arrive, par exemple, avec un lancer cassé, donc la technique au niveau du javelot, pour donner un petit peu du push sur ce qu'Alfredo disait tout à l'heure, on le voit beaucoup au niveau féminin, d'accord, mais même au niveau masculin, dans certaines situations, la progression au niveau du javelot va être plus difficile dans certains cas, d'accord. Puis quand je parle de progression, c'est pas juste au niveau de la progression de la distance, c'est vraiment l'application technique va être plus dure là-dedans. Donc, pour faire un petit wrap-up, c'est peut-être plus vraiment travailler, d'accord, au niveau de la vitesse, au niveau des épreuves de puissance en tant que telles, mais toujours adapté avec l'âge des jeunes, avec l'âge de l'athlète, puis toujours à travailler, d'en faire moins, mais le faire mieux. Donc, éviter les blessures, toutes ces choses-là aussi. Excellent, merci beaucoup pour ta réponse. On va enchaîner avec un deuxième thème, puis je demanderai à Alfredo d'être le premier à répondre pour ce thème. Donc, je demande comment est-ce qu'on peut cibler de façon efficace un athlète qui a le profil pour être un bon décathlète, une bonne heptathlète. Puis quelle pourrait être la différence entre quelqu'un qui a le potentiel d'exceller en épreuve combinée versus quelqu'un qui va avoir du succès en épreuve individuelle de puissance, que ce soit au haie, à la hauteur et ainsi de suite? Comment on départage quelqu'un qui a vraiment le profil pour être un bon spécialiste d'épreuve combinée? Merci. J'essaie de garder mes réponses courtes, mais j'aime trop parler, donc je m'allonge continuellement. J'espère pouvoir vous laisser le temps de poser des questions à la fin. Je pense que souvent, c'est plus intéressant que de nous entendre parler. Pour moi, je pense que la polyvalence est relativement flagrante à un jeune âge, généralement pour un athlète d'épreuve combinée, dans le sens que c'est des athlètes qui ont tendance à comprendre rapidement la gestuelle, la technique, entre guillemets, les bons gestes. Donc, ça, généralement, c'est un bon point de départ. Disons, si vous avez un athlète qui vous lui montre quelque chose, qui est capable de l'exécuter rapidement, que ce soit même un mouvement très simple, il y a des bonnes chances que ce soit un bon athlète d'épreuve combinée. Mais je dirais que le point qui est le plus important en épreuve combinée, pour moi, surtout quand ils sont rendus plus vieux, c'est que ça prend une grande maturité. La journée est très longue en épreuve combinée. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, je veux dire, si c'est un athlète qui vous donne 1 heure de qualité par jour, c'est peut-être pas un athlète qui vous donne une épreuve combinée quand la journée peut durer 6, 7, 8 heures. Donc, c'est important d'avoir un athlète qui a cette maturité-là, cette capacité-là de se gérer pendant une longue période de temps, pendant une journée de compétition. Je dirais aussi qu'il faut être bon à se relever des échecs. On a des longues journées, 5 épreuves dans une journée pour les décathlètes, 4 ou 3 épreuves chez les heptathlètes. Donc, les échecs vont arriver. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas toujours bien. Donc, des athlètes qui sont résilients, capables de se relever, c'est des choses très, très importantes. Et pour revenir au point de la polyvalence et tout ça, je dirais la capacité d'être entraîné, la trainability, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, l'entraînabilité. Donc, la capacité vraiment de l'entraîneur de pouvoir agir sur l'athlète, que l'athlète écoute et qu'il y a un bon rapport entre l'athlète et l'entraîneur. Je pense que ça démarque aussi beaucoup les athlètes d'épreuve combinée. De mon expérience, même sur des équipes nationales avec des athlètes qui ne sont pas les miens, ce que j'ai pu voir de la relation entraîneur-athlète en épreuve combinée, elle est souvent une relation très, très proche. L'entraîneur et l'athlète ont une bonne communication, sont capables de travailler ensemble. Je pense que c'est une caractéristique des athlètes d'épreuve combinée que peut-être moins flagrante dans les épreuves de puissance en général, où est-ce que, je veux dire, le rapport est important, mais ce n'est pas un rapport qui dure des heures et des heures et des heures par jour. Ça risque d'être un petit peu plus circonscrit. Donc, je dirais que c'est ça. Maturité, capacité d'être entraîné, bonne capacité de dialogue. Je pense que ce sont des choses qui font partie d'un bon athlète d'épreuve combinée. Excellent, merci. Donc, j'enchaînerai avec Luc, si tu veux nous partager ta vision de comment on pourrait bien cibler un athlète qui a le potentiel de se spécialiser en épreuve combinée. C'est sûr qu'il y a tous les facteurs physiques qui rentrent en considération. La vitesse, sa vitesse de base, ses aptitudes techniques. Mais il y a aussi, moi, le point le plus important, c'est l'engagement. L'engagement de l'athlète, le commitment qu'il va pouvoir faire face à ce groupe d'épreuves-là. Parce qu'on sait que le combiné, ce n'est pas une épreuve, d'accord? C'est une épreuve qui contient 10 épreuves d'un côté puis 7 épreuves de l'autre.
Donc, ça demande énormément de temps. Donc, ça demande beaucoup de maturité. Puis, il y a un aspect mental au niveau des épreuves combinées qui est différent des autres épreuves. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Chose que je pourrais dire aussi qui va rentrer en ligne de compte, dans plusieurs situations, je pense qu'on aurait au Québec, puis sûrement ailleurs aussi, plusieurs très bons athlètes d'épreuves individuelles, d'accord, qui ne font pas d'épreuves combinées, qui auraient été très forts en épreuves combinées. Je pense que pour avoir discuté avec certains, Damon Warner, si il avait été au Québec, il aurait fait soit de la longueur ou il aurait fait soit, par exemple, des sprints. Donc, dans une situation comme ça, je pense que l'entraîneur aussi est un point clé dans le développement de l'athlète par rapport aux épreuves combinées. Puis, dans certaines situations, c'est un petit peu faux de penser que les gens qui sont en épreuves combinées, c'est des gens qui sont moyens partout. D'accord? Parce que si on regarde les athlètes qu'on peut avoir, les athlètes de pointe au Québec, les athlètes de pointe au Canada, puis les athlètes de pointe au monde, ils ne se débrouillent pas bien dans les épreuves. D'accord? Ils vont dominer plusieurs épreuves. D'accord? Ils vont être aussi forts que bien d'autres athlètes dans certaines épreuves. Puis, ils vont avoir certaines lacunes à travailler. Donc, je pense que c'est plus d'arriver pour aller chercher ce type d'athlète-là, d'accord? De bien comprendre l'ensemble des épreuves combinées. D'accord? Puis de bien voir aussi, d'aller chercher tout le petit côté à gauche et à droite, que ce qui va nous permettre de développer ces athlètes-là davantage. Mais je reviens à l'entraîneur en tant que tel, d'accord? L'orientation vers les épreuves combinées. C'est sûr que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est très différent, d'accord? Mais je pense que c'est un point majeur. Excellent. Merci, Luc. Donc, j'enchaînerai avec Annie, si tu veux nous partager ton point de vue sur comment on pourrait bien cibler des athlètes ayant le potentiel d'exceller en épreuves combinées. Bien, pour compléter ce qui a été dit déjà, disons que comme je travaille toujours chez les plus jeunes, je dirais que chez les benjamins et les cadets, c'est des jeunes qu'on va retrouver dans les écoles puis qui excellent déjà dans différents sports, puis qui sont capables d'être aussi bons en basket qu'en mini-volleyball, qu'en badminton, puis qui ont une bonne coordination de base. Chez les juvéniles ou les plus âgés, on va découvrir un athlète qui aime s'entraîner, puis qui est très, très disponible, qui est capable de faire des choix entre, rendu au cégep, prendre 1 ou 2 cours de moins pour pouvoir avoir plus de disponibilité et de temps pour s'entraîner, puis être capable justement de faire les meilleurs choix pour aller vers le combiné. Si tu as un athlète qui veut s'en aller, je ne sais pas, vers le cégep et l'université, puis qui ne veut pas donner trop de temps à l'entraînement, ça va être difficile de performer en épreuve combinée. Il serait peut-être plus facile pour cet athlète-là de rester dans l'individuel. Puis aussi, c'est un athlète qui aime travailler fort sur ses lacunes. Donc, comme on disait tantôt, il y a plusieurs épreuves qui sont fortes déjà, mais il y a des lacunes aussi qu'on essaie d'améliorer pour justement devenir un peu plus compétitif. Donc, c'est une personne qui va aussi aimer mettre des efforts sur les disciplines avec lesquelles il a plus de misère ou plus de difficultés. Excellent, merci. Ça complète bien, puis c'est très intéressant. Le troisième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est en lien avec la gestion de la charge d'entraînement. On sait que s'entraîner pour exceller dans 7 ou 10 épreuves, ça peut être complexe. Bâtir un horaire d'entraînement qui permet de couvrir toutes ces épreuves, c'est un casse-tête. C'est quoi votre vision en lien avec la gestion de la charge d'entraînement en épreuves combinées? Est-ce qu'on devrait favoriser quelques journées de la semaine très intenses avec plusieurs disciplines qu'on travaille? Est-ce qu'on devrait davantage répartir la charge pendant l'ensemble de la semaine? Je débuterai avec Luc. Comment tu vois la gestion de la charge en épreuves combinées? C'est sûr qu'en épreuve combinée, il y a différentes visions, là. Puis moi, je suis plus sur, on va travailler encore beaucoup au niveau de la qualité, encore beaucoup moins que la quantité. Parce que la quantité, on va l'avoir avec le nombre d'épreuves qu'on a travaillées. Donc, moi, la fonction que je fonctionne, je vais avoir de 1 à 3 entraînements par jour, tout dépendant. Si on parle, par exemple, de mes athlètes plus vieux, si on parle de mode, là, ça peut aller jusqu'à 3. Sauf que c'est des entraînements qui sont relativement courts. Je vais en avoir le matin, je peux en avoir l'après-midi, et puis c'est très, très large aussi, comme d'une journée à l'autre, ça peut bouger quand même. Mais grosso modo, c'est que souvent, à l'intérieur d'un entraînement spécifique, je vais toucher 2 épreuves.
comme je vais toucher 2 épreuves, d'accord, qui rentreront pas en conflit. Donc, je vais travailler des haies, puis de l'autre côté, après ça, je vais aller travailler du poids. Sauf qu'au niveau de la charge de travail, oui, il y a une planification qui est derrière ça, mais il y a surtout une analyse, puis je dis aux gens que je coach avec mes yeux et mes oreilles, d'accord? Parce que si je vois qu'on s'éloigne trop de ce que je veux à l'intérieur de l'entraînement, tout dépendant où qu'on est situé pendant l'année, c'est là que je vais venir décharger, d'accord, de certaines choses, où je vais mettre fin nécessairement, ou je vais mettre fin tout simplement à l'entraînement, et que l'autre entraînement qui va suivre va être adapté et modulé aussi, toujours face à cette situation-là. Mais ça dépend toujours de l'athlète. Je vais, surtout quand un athlète arrive et puis étudiant athlète universitaire, souvent ils vont avoir des stages, ils vont arriver en situation d'entraînement, ils vont être déjà fatigués. Donc, c'est toujours à jongler là, au niveau de la charge d'entraînement, mais c'est beaucoup d'adaptation journalière, beaucoup d'adaptation à chaque entraînement. Excellent, merci pour ta réponse, Luc. Merci. J'enchaînerai avec Annie. Comment tu vois la gestion de la charge, puis comment tu structures la semaine d'entraînement des athlètes qui se spécialisent dans les épreuves combinées? Quand tu as un athlète qui est avec toi depuis plusieurs années, disons cadet, juvénile, junior, donc c'est plus facile d'avoir un suivi puis de savoir où est-ce qu'il est rendu. C'est plus facile d'individualiser aussi la programmation de son entraînement puis de l'adapter, comme Luc disait, de l'adapter aux besoins de l'athlète puis à son feeling, comment il se sent dans sa journée. Moi, je vais jumeler des séances techniques soit par le rythme. Donc, par exemple, je vais prendre la discipline des haies et de la longueur parce que dans les 3 derniers appuis ou dans les 3 appuis entre les haies, les 3-4 appuis entre les haies, c'est le même rythme. Puis, parfois, si j'ai une non-disponibilité des plateaux, je vais y aller par la séquence d'un heptathlon ou d'un décathlon. Par exemple, la hauteur suivie du poids. J'aime bien aussi quand je commence les séances de musculation avec les athlètes juvénile 2, juvénile 1, juvénile 2, ben, j'aime ça aussi utiliser la séance de musculation suivie d'un autre entraînement sur la piste ou en technique ou vice-versa, parce que ça limite le nombre d'heures de l'athlète passé sur la piste. Ça élimine aussi un second échauffement dans sa journée. Ça lui permet d'avoir des heures un petit peu plus pour lui ou pour elle. Puis, il ne faut pas seulement parler de ce qu'on fait avec l'athlète comme tel, mais il faut aussi penser à toutes les manières de récupérer pour un athlète. Donc, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, la gestion du stress, c'est des points très importants à aborder avec les athlètes en jeune âge. Et toujours se souvenir que pourquoi ils font des épreuves combinées, c'est parce qu'ils aiment ça. Souvent, on focus trop sur la performance puis vouloir performer à tout prix, mais c'est vraiment le plaisir d'être là puis de s'entraîner qui fait que l'athlète va poursuivre puis va perdurer. Excellent, très intéressant. Donc, on enchaîne avec Alfredo sur ta vision de la gestion de la charge, puis une semaine type. Ça peut ressembler à quoi, selon toi, en épreuve combinée? Je pense que je tombe pas mal dans les 2 points, autant qu'Annie que Luc ont apporté. Donc, je suis relativement d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. On pourrait passer des heures et des heures à discuter juste de cette question-là. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. De façon générale, je pense qu'on a souvent 2 approches là, en termes de comment aussi on agente les entraînements. Tu vas voir des entraîneurs et des groupes d'entraînement qui vont travailler avec beaucoup d'entraîneurs et un athlète. Donc, l'athlète va aller voir des spécialistes dans chacune des épreuves. Tu as une approche où est-ce que tu as un entraîneur principal avec très peu d'interaction d'autres entraîneurs à part pour des choses très spécifiques. Donc, ça, c'est, je dirais, des 2 grandes écoles de pensée que j'ai pu voir en épreuve combinée. Donc, on travaille plus en équipe au niveau des entraîneurs qui a l'avantage d'avoir des spécialistes dans chacune des épreuves. Et on travaille plus par un entraîneur principal qui fait toutes les épreuves, qui a l'avantage de mieux coordonner le travail qui est fait. Donc, mieux mesurer la charge. Il y a des avantages et des inconvénients dans les 2, mais c'est deux philosophies qui ont leurs propres contraintes.
juste comprendre que c'est pas parce que c'est une épreuve combinée puis on 7 ou 10 épreuves que c'est 7 ou 10 fois la charge d'un athlète en épreuve individuelle. La charge n'est pas nécessairement 10 fois plus grande. Elle peut être un peu plus grande, je pense, en épreuve combinée à cause de la quantité de travail qu'il faut faire, mais il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Surtout, il y a des incohérences. Si vous voulez travailler la technique et l'athlète est fatigué, ben, ça ne marchera pas. Donc, il y a une capacité de récupération de cet athlète-là, il faut en tenir compte. Moi, j'aime beaucoup regarder comment mon athlète ilme la journée de l'entraînement, puis de voir ce que je peux faire en fonction de son état. On peut planifier bien des choses, on peut prétendre bien comprendre la charge que l'athlète a sur lui. Souvent, les décisions les meilleures sont prises on the spot, là, la journée même de l'entraînement. Donc, la pire erreur qu'on peut faire souvent, c'est de se marier à un plan d'entraînement ou à un plan de séance. Je pense que c'est important d'être capable de s'adapter, donc d'adapter à nos athlètes. Et c'est encore plus important en épreuve combinée où est-ce que le potentiel que cet athlète-là accumule de la fatigue est quand même très, très grand. Je dirais une des choses que j'aime qui est importante, je pense, pour les athlètes d'épreuve combinée, c'est de diminuer le nombre d'échecs, donc diminuer le nombre d'essais avant de réussir quelque chose. Un athlète de lancer ou de saut unique peut passer beaucoup de temps sur un point puis essayer. L'athlète d'épreuve combinée, il ne peut pas passer autant de temps à essayer les mêmes choses parce qu'il y a d'autres épreuves aussi qu'il doit travailler. Donc, je pense que c'est encore une fois au niveau de la maturité puis de la capacité de l'athlète à être entraînable, ça devient très important d'être capable qu'il soit capable de visualiser, travailler entre ses deux oreilles un geste avant de l'exécuter au niveau technique, au niveau physique comme tel. Au niveau du séquençage, je pense que je suis d'accord avec Annie. J'aime bien aussi l'approche de regrouper des habiletés qu'on peut travailler ensemble. C'est souvent l'approche que je vais avoir plutôt en saison. Quand on approche quand on approche la saison de compétition, disons déjà même au mois de février, mars, j'ai tendance à regrouper les épreuves dans la séquence qui est demandée dans l'épreuve combinée. Donc, je vais suivre la séquence du décathlon ou de l'heptathlon le plus possible. C'est jamais possible à 100%, mais je vais avoir tendance à la suivre. Dans la dernière phase de préparation, puis là, encore une fois, en épreuve combinée, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'options parce qu'on a beaucoup d'épreuves. Pour moi, ce n'est plus le temps de commencer à travailler sur l'épreuve qui est un échec pour l'athlète. Peu importe l'athlète, il y a toujours une épreuve qui n'est pas bonne, qui ne va pas bien, qui ont toujours de la misère. Dans les 2 dernières semaines, là, vous ne changerez absolument rien à ce qu'il va être capable de faire dans cette épreuve-là. Probablement, vous allez le frustrer, vous allez probablement lui mettre dans la tête qu'il n'est pas capable de rien faire. Fait que moi, la dernière 2 semaines, là, j'appelle ça réussite à tout prix. Je m'en fous vraiment ce qu'ils font. S'ils jouent au golf, là, ils se sentent super puissants à jouer au golf, ils vont jouer au golf. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait des réussites dans les 2 dernières semaines avant une compétition importante. Donc, à ce moment-là, disons que bien des choses qui prennent le côté pour moi, là, j'essaie de trouver des exercices ou des pratiques, des entraînements qui vont mettre l'emphase sur ce sur quoi ils sont bons pour, mettons, monter leur estime pour qu'ils soient confortables avec, qu'ils soient prêts pour la compétition importante. Donc, ça serait ça. Merci. Excellent. J'aurais peut-être une sous-question, puis celui ou celle de vous trois qui se sent à l'aise, n'hésitez pas à répondre. Comment on gère le fait de focusser davantage sur les apprentissages techniques, l'exécution technique, versus le travail de qualité physique? Donc, comme on sait qu'il y a un nombre d'heures maximum d'entraînement de qualité qu'on peut faire dans la semaine, on peut se retrouver à avoir des choix déchirants à faire, à dire est-ce qu'on insiste davantage sur le fait que mon athlète va être un bon technicien dans l'ensemble des épreuves de l'heptathlon, du décathlon, ou à l'inverse, on dit on va travailler plus sa vitesse, sa puissance, son explosivité, on va faire plus de musculation. À un certain moment, on doit forcément, à tout le moins un peu, être déchiré entre ces 2 grandes avenues, prioriser technique, prioriser qualité physique. Si vous voulez nous partager un peu comment vous gérez ça, puis est-ce qu'il y a des moments de l'année où vous insistez plus sur un ou sur l'autre, celui ou celle qui se sent à l'aise peut débuter. Je ne sais pas, je peux commencer. Oui, tu peux y aller. Mon opinion, c'est que ces 2 choses-là ne sont pas nécessairement dissociées. Le travail technique consiste à une répétition de gestes. Ces gestes-là vont amener un développement de la puissance, vont amener un développement de bien des qualités. Une chose qu'il faut comprendre, puis je pense que ce n'est pas juste mon groupe, là, de façon générale au niveau mondial, les athlètes d'épreuves combinées ne s'entraînent pas
ils ne s'entraînent pas pour le 400 nécessairement. Ils ne s'entraînent pas pour le 1500 nécessairement. Beaucoup des épreuves qui sont considérées très taxantes ne sont pas particulièrement entraînées, surtout pas le 1500 au décathlon. Là, je peux vous garantir que la plupart des athlètes au niveau international font très, très peu d'entraînement spécifique qui va toucher le 1500. Donc, on en a des très, très bons et des très, très faibles, là, généralement, là, au niveau international. Puis, c'est pas parce qu'ils s'entraînent plus qu'ils sont forts nécessairement. C'est souvent, ils ont peut-être joué au soccer quand ils étaient jeunes, puis ils ont maintenu cette capacité cardiovasculaire pour faire un bon 1500. Donc ça, je dirais ça. Pour moi, ce n'est jamais un compromis entre les deux, dans le sens que j'essaie toujours d'introduire des éléments techniques, même dans les séances de musculation. Il n'y a pas une séparation des gestes. Pour moi, le meilleur entraînement, c'est l'entraînement le plus spécifique possible, surtout dans les catégories d'âge les plus avancées. Donc, il faut de plus possible se rapprocher du geste si on veut que ce geste-là s'améliore. Il y a essentiellement aucune étude qui démontre en ce moment que de découper un mouvement en drill ou en dynamique c'est un payoff, ça va permettre de développer le geste technique cherché. Donc, même des drills AB et skip, là, si vous pensez que ça amène les jeunes à courir mieux, il n'y a aucune démonstration scientifique, et si je me trompe, vous me le direz, là, à ma connaissance, il n'y a aucune démonstration scientifique que ça c'est transférable au geste de courir. C'est bon pour comprendre un geste, mais de là à dire que je deviens beau à faire un A-skip, donc je suis capable de lever mes genoux quand tu cours, il n'y a aucun lien qui ait jamais été établi entre ces deux éléments-là au niveau de la recherche, à ma connaissance. Merci pour ta réponse. Luc et Annie, est-ce que vous avez envie d'intervenir sur focuser technique versus qualité physique ou le tour a été fait? Oui, vas-y, Luc. Ah, OK, excuse-moi, Annie. Mais à la base, c'est sûr que tout dépendant du temps de l'année, on va travailler un petit peu, on va travailler plus en développement de qualité physique en début d'année. Sauf que je suis entièrement d'accord avec Alfredo, c'est très difficile de tout séparer ça. On ne sépare pas parce que on va aller chercher un bagage, d'entraînement, on va aller chercher un bagage d'aptitude physique avec ce qu'on amène au niveau technique. Puis, c'est de la façon que l'entraînement est placé aussi. C'est sûr qu'on va travailler, quand l'athlète est en état de repos, arrive en début d'entraînement, d'accord, on va focuser sur des points techniques bien précis. Plus on va avancer dans l'entraînement, plus on va de mon côté, moi, c'est ma façon de faire, on va arriver avec d'autres choses au niveau de l'entraînement qui a besoin de moins travailler technique, mais qu'on va pouvoir continuer de travailler les aptitudes physiques derrière ça. Mais il faut prendre ça, avec un grain de sel aussi, parce qu'on jongle toujours avec la charge de travail de l'athlète, mais on jongle toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout, moi, j'utilise souvent la tarte de temps, là, la tarte de temps puis la tarte d'énergie à l'intérieur de la journée. Puis, quand on arrive avec des étudiants universitaires, on est pas mal les seuls qu'on peut bouger cette tarte-là, d'accord, au niveau de l'implication, au niveau de la fatigue, puis moduler nos entraînements. Ils vont avoir une charge de travail, d'accord, en classe. Donc, ça, on ne peut pas moduler ça. On va contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis, avec au niveau de ces types d'entraînement-là, sont très, très, très associés un à l'autre, selon moi. Excellent. Merci. Annie, si tu veux enchaîner. En fait, je suis pas mal d'accord avec ce que Luc dit. Dans le fond, il faut y aller souvent aussi avec les forces et les faiblesses de l'athlète pour essayer d'avoir le moins de troubles possible. Puis après ça, d'être orienté aussi par l'athlète selon sa fatigue, puis qu'est-ce qu'il est capable de donner. Donc, moduler presque à la semaine, même au jour le jour, qu'est-ce qu'on est capable de faire là-dedans. Excellent, merci. Le prochain thème que je veux aborder avec vous, c'est la préparation à une compétition en épreuve combinée. Donc, comment, en tant qu'entraîneur, on peut avoir un impact positif pour préparer l'athlète à exceller lors des 2 jours de compétition. Puis, quel rôle aussi on peut jouer lors de la compétition pour aider l'athlète. Donc, je débuterai avec Alfredo, si tu veux répondre à cette question. Pour moi, un athlète qui arrive en compétition et qui me regarde à toutes les minutes là, et qui a besoin que je le rassure et qui a besoin que je lui dise quoi faire continuellement, surtout un athlète mature, là, un athlète, disons, junior-senior, c'est un athlète pour lequel je suis un échec, dans le sens que j'ai manqué mon coup. C'est pas normal qu'un athlète arrive en compétition à cet âge-là et qu'il ne sache pas ce qu'il doit faire ou comment s'autogérer. Je ne dis pas que l'entraîneur est inutile dans ce contexte-là. Là. Je veux dire, on est là pour l'aider puis on peut amener beaucoup de choses. Mais on parle souvent de l'état de flow, là, de cette espèce d'état là, que les psychologues du sport décrivent comme étant un état de contrôle et de
de la capacité de performer. C'est ce qu'on voit décrire comme les mouvements, ces espèces de moments magiques qu'on voit dans le sport. Cet état de flow est souvent décrit par un état de contrôle extrême. L'athlète sent qu'il est en contrôle, que tout flow, que tout est facile. C'est difficile pour un athlète d'entrer dans cet état-là, d'après moi, quand il est continuellement en train de demander à l'entraîneur quoi faire. Donc, première chose, bien préparer l'athlète à sa compétition, donc qu'il sache qu'il est bien planifié ce qu'il doit faire, comment le faire, quand le faire, qu'il puisse même s'auto-corriger. Donc, c'est important de développer ça pendant les entraînements, d'après moi. Donc, quand un athlète fait un essai de quelque chose, il le manque, lui demander qu'est-ce que tu en penses. Je pense que c'est le genre de choses qui le prépare en compétition. Ça le rend un petit peu plus conscient de ce qu'il fait et du pourquoi des gestes qu'on leur demande de faire. C'est sûr que ça s'applique plus aux athlètes plus vieux qu'aux plus jeunes, mais quand même, c'est quelque chose c'est un réflexe qui est bon à développer. Au niveau des stratégies pour mes athlètes, souvent, je vais leur demander de créer un plan pour la journée. Donc, d'écrire minute par minute ou demi-heure par demi-heure ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent être. Je vais leur demander, par exemple, pour chacune des épreuves, d'identifier 2 points importants. Donc, deux phrases importantes ou 3 phrases importantes qui vont résumer ce sur quoi ils devraient focusser pendant l'épreuve. Ça peut être des points techniques, comme ça peut être des questions de confiance, ça peut être n'importe quoi, mais des phrases que pour eux, qu'on leur a testé à l'entraînement puis qu'on sait que c'est des triggers dans leur tête, que c'est des choses qui leur permettent de se préparer à la compétition. Au niveau aussi du temps entre les épreuves, je dis souvent aux athlètes, 95%, sinon plus, de votre temps dans une compétition, et ça dans les épreuves combinées, mais les épreuves de pelouse aussi, vous le passez à attendre. Donc, la plupart du temps dans une compétition, vous allez être en train d'attendre, que ce soit attendre dans 2 essais, que ce soit attendre dans 2 épreuves. Si vous n'entraînez pas cette capacité-là à attendre à l'entraînement, vous ne pouvez pas vous attendre à que l'athlète soit efficace en compétition dans cette caractéristiques-là. Donc, à l'entraînement, je mets toujours l'emphase sur quoi tu travailles pendant que tu attends avant de sauter en hauteur, sur quoi tu travailles pendant que tu attends pour t'exécuter en haut ou peu importe. Je pense que c'est important, ça fait partie de cette notion-là de les rendre, de leur donner le pouvoir sur leurs épreuves, de dire, OK, je sais comment gérer ce temps-là vide que j'ai entre les épreuves. Donc je dirais que c'est ça mon résumé pour ce point-là. Excellent. Annie, est-ce que tu pourrais nous donner tes éléments de réponse en lien avec la compétition, puis quel rôle l'entraîneur peut jouer pour aider l'athlète à avoir du succès en compétition en épreuve combinée? Pour préparer, disons, par exemple, Emmanuel à un pentathlon, je vais lui demander la semaine d'avant d'écrire justement pour chacune des épreuves 2 ou 3 points techniques sur lesquels c'est essentiel pour lui, dans son cas à lui, de focuser sur. Donc, si à l'entraînement, il y a souvent un talon au sol, puis que quand il y a des bons feelings en compétition ou aux entraînements, j'ai bien senti ça, Annie, j'ai bien senti que je n'avais pas le talon au sol, alors c'est quelque chose qui va revenir, puis que je vais sûrement lui demander de mettre l'emphase sur ça pendant la compétition. Je vais donner 1 ou 2 consignes pendant la compétition si vraiment je vois que l'athlète est en manque de confiance, mais sinon, je vais juste dire, tout va bien, on continue comme ça, on ne change rien, puis l'encourager. Après ça, entre les épreuves, je vais demander, écoute, qu'est-ce qui est passé, que ce soit bon ou moins bon, que ce soit un petit peu en deçà de l'objectif qu'on avait fixé ou en haut de l'objectif. Entre les 2 épreuves, j'ai demandé de faire le vide, puis de se reconcentrer sur ce qui s'en vient. Prendre une pause entre les 2, se reconcentrer sur qu'est-ce qui s'en vient, sur la prochaine épreuve, puis revoir son papier, puis sur quoi il faut se concentrer pour la prochaine épreuve. Juste m'assurer qu'il a bien mangé, qu'il s'est bien hydraté, puis d'économiser le plus possible l'énergie pour passer à travers ces 2 journées-là. Excellent, merci beaucoup. Donc, Luc, si tu veux nous partager un peu ta vision pour les compétitions? Bien, je pense que notre premier travail en tant qu'entraîneur, c'est de moduler la charge d'entraînement pendant les dernières semaines parce qu'ils vont être là sont sur la piste pendant 2 jours. Donc, ça demande énormément d'énergie. Donc, c'est d'arriver là le plus reposé possible. Donc, on est toujours mieux de faire un entraînement de moins qu'un de trop. Okay, dans ces périodes-là. Puis, les entraînements qui sont avant sont très, très, très courts. Là. Ça peut être départ première haie, départ 1-2, départ 1-2-3, c'est tout pour les haies. Puis dans le reste des épreuves, ça ressemble un peu. Mais je vais toucher à tout quand même dans les dernières semaines.
c'est de préparer l'athlète aussi par rapport à ses forces et par rapport à ses points à travailler le plus possible là-dedans. Donc, dans certaines situations, quand on travaille de force, c'est plus facile pour eux. Donc, quand on parle de feeling, d'aller chercher, oui, on parle beaucoup des choses techniques, mais tout dépendant de l'âge de l'athlète, moi, je vais fonctionner plus au niveau de la sensation en tant que telle. Comment tu te sens quand, tu sais, pourquoi dans telle compétition, pourquoi aujourd'hui tu t'es bien senti, tu as bien performé, d'accord? Qu'est-ce qui était différent? Hey, aujourd'hui, Luc, tu sais, je me sentais vite, je me sentais ci, je me sentais ça. Ça, je trouve que c'est des points importants à travailler, d'accord, au niveau des sensations, surtout dans les épreuves de puissance, lorsqu'on arrive, par exemple, avec des athlètes d'un certain âge. Oui, le côté technique est très important, mais ce côté-là, je trouve qu'il est plus important selon moi. Le travail qu'on a à faire lors de la journée, oui, c'est de préparer nos athlètes le mieux possible à passer la journée seul en tant que tel, sauf que je pense qu'on peut et on doit avoir un travail un peu aussi de modérateur là-dedans, puis c'est d'essayer de garder l'athlète le plus possible dans sa zone de confort et dans sa zone de performance. Comme Annie disait, il ne faut pas être trop... Si tu as une super bonne performance, il ne faut pas que tu sois trop haute non plus. Je dis trop haute parce que, surtout avec Maud présentement, là, pas trop haute au niveau des émotions, mais pas trop basse non plus. D'accord? Puis, c'est d'essayer d'outiller l'athlète à sa performance versus qu'est-ce qui est arrivé lors des dernières compétitions. Ah, telle autre compétition, ça avait moins bien été au niveau du saut en hauteur, mais comment je peux m'assurer d'arriver et de ne pas tomber dans la même zone d'émotion. D'accord? Puis ça, il faut le préparer en avance. D'accord? Il faut on prépare ça des mois et des mois en avance pour ne pas tomber dans la même zone d'émotion, que ce soit une contre-performance au X, ça a moins bien été, dans une autre épreuve, ça a moins bien été. D'accord? Donc, c'est de ne pas arriver dans une zone où l'athlète, d'accord, oui, toute la remise en question est là, on se met, les émotions rentrent en ligne de compte, puis là, on brûle énormément d'énergie pour les autres épreuves qui s'en viennent. Donc, dans certaines situations, oui, on peut être gestionnaire, on peut être psychologue, on peut être clown aussi, mais l'important, je pense que c'est changer le focus de place, puis s'assurer qu'on puisse avoir, que l'athlète puisse continuer d'être bien, puis d'avoir les meilleures performances possibles pour cette compétition-là. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une sous-question en lien avec les compétitions. On sait que la plupart des spécialistes de décathlon, heptathlon, règle générale, font 2 ou 3 compétitions en épreuves combinées par saison, exemple pendant la saison estivale, de par la préparation que ça demande, la récupération après. Ce n'est pas une épreuve qu'on peut enchaîner plusieurs fois par saison. Donc, je vais peut-être vous entendre là-dessus sur la gestion d'un calendrier de compétition. Est-ce qu'on devrait compétitionner régulièrement? Puis, est-ce que ça peut être une avenue intéressante de compétitionner dans des épreuves individuelles, c'est-à-dire faire seulement 1, 2 épreuves qui font partie du décathlon, qui font partie du DK ou hepta pour se préparer. Donc, celui ou celle qui se sent à l'aise de répondre, je vous laisse la parole. Pour moi, ça va être très court pour la réponse et je trouve que les compétitions, c'est les meilleurs entraînements techniques ou c'est les meilleurs entraînements très spécifiques. Donc, pour moi, ils font partie de la séquence des entraînements et non pas nécessairement d'avoir un objectif super élevé pour une compétition qui a de moindre importance. Au contraire, je vais m'en servir pour essayer de développer davantage ses faiblesses. Donc, on a peut-être une faiblesse au niveau du lancer du javelot, bien, ça serait une bonne opportunité à cette compétition-là d'aller On a perdu Annie. Oui, on a perdu Annie. Oui. Okay. Si ça ne revient pas, peut-être Alfredo ou Luc, si vous avez envie d'enchaîner sur ce thème. Moi, ce que j'allais dire, c'est que je suis totalement d'accord avec Annie. Les compétitions, c'est des bonnes opportunités d'entraînement. C'est comme ça que je les vois la plupart du temps. J'aime bien précéder des épreuves combinées, les décathlons, les heptathlons, par quelques compétitions d'affûtage, disons, là, où est-ce qu'on peut tester différentes choses. Si je parle de façon plus générale, donc pas juste mes athlètes, mais prenons des athlètes de niveau d'intensité très, très, très élevé, là, chez les décathlètes, même un peu chez les heptathlètes, là, il y en a très peu qui font beaucoup d'épreuves dans une année, surtout des heptathlons et décathlons. Ashton Eaton en faisait 1 par année, peut-être 2. C'était très, très rare. Ils ne compétitionnaient pas non plus énormément. D'autres athlètes vont en faire un petit peu plus. Damien va en faire un petit peu plus de décathlon et d'heptathlon. Mais je dirais que de façon générale, c'est difficile d'en faire beaucoup. C'est taxant. Un décathlon, pour moi, ça prend à peu près 4 semaines à revenir d'un décathlon pour être
correct. Un heptathlon, c'est plus court, ça peut être 2-3 semaines, mais ça fait en sorte que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit d'autre si on commence à aligner des décathlons ou des heptathlons pendant tout l'été. Donc, moi, je préfère garder ça quand même assez court. Deux opportunités de qualité de faire une épreuve combinée dans un été, là, pour moi, ça devrait être assez pour être capable d'arriver à un résultat qui est potable. Quand on commence à aller à 3-4, là, on parle plutôt de peut-être nécessité de la saison, s'il y a des sélections, puis des qualifications, puis des compétitions en équipe nationale, des choses comme ça fait en sorte qu'il y en a plus. Mais de façon générale, 2, c'est un bon chiffre pour moi. Parfait. Luc? Moi, je suis à 3 l'été. D'accord? 3 l'été, 2 l'hiver. Il en faut toujours un petit peu plus pour casser la glace. Là. Ça, je trouve ça très, très important. Mais c'est sûr que chaque compétition est un prétexte à l'entraînement. Moi, dans mes plans, j'ai 3 types de compétitions. Ils sont classés 1, 2, 3. J'ai des compétitions qui sont là seulement c'est des entraînements spécifiques. J'en ai d'autres qui sont vraiment préparatoires. Donc, tu ne fais pas un décathlon préparatoire à un autre décat. Donc, on va avoir des épreuves individuelles dans ces situations-là. Mais je te dirais que dans la majorité des cas, on se concentre sur les épreuves. Toutes les épreuves sont importantes, mais les épreuves sont un peu moins taxantes. Donc, on va se concentrer sur les épreuves techniques plus que d'autres choses. C'est assez rare que tu vas voir des athlètes de combiné faire du 800 puis du 1500. Mais ils vont faire énormément d'épreuves individuelles. Puis, comme Annie disait, une compétition, c'est un entraînement hyper spécifique. Puis, ça permet de travailler aussi tout le côté psychologique autour de ça, dans certaines situations, travailler l'assurance, puis toute la préparation pour avoir la meilleure performance possible. Je voulais juste rajouter une petite chose peut-être. Tantôt, j'ai mentionné le fait que je veux que mes athlètes soient indépendants, soient capables de s'autogérer, tout ça dans les compétitions. Puis oui, c'est mon idéal, mais juste pour vous mentionner, là, dans les équipes nationales seniors A, là, donc Jeux olympiques, Paname, Commonwealth, là, une des choses que j'ai été manager aux Jeux panaméricains en athlétisme, mais j'ai eu à faire cette tâche-là et peut-être à Tokyo, là, si on me réinvite, je vais peut-être y aller. Mais une des tâches que tu as comme manager, c'est d'établir ce qu'ils appellent les duty sheets pour les athlètes. Les duty sheets, c'est du minute par minute presque, détaillé pour chacun des athlètes de ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. Donc, l'athlète, là, le matin de sa compétition, il va savoir à 8h32, il doit être dans le lobby de la résidence ou de l'hôtel. À 8h38, il doit se retrouver devant pour son autobus. Donc, sa journée par les managers de l'équipe, elle est planifiée dans le détail, minute par minute, où est-ce qu'ils doivent être. En plus, il y a des back-checks qu'on appelle. Là. Donc, le matin, là, quand ils quittent la résidence, que ce soit le village ou que ce soit l'hôtel de compétition, on vérifie leur sac. Donc, ça a l'air un petit peu stupide, là, mais moi, là, les top athlètes canadiens, là, il fallait que je m'assure qu'ils avaient leur spike, qu'ils avaient leur dossard, qu'ils avaient leur linge de compétition, leur linge de cérémonie. Ramasser des main Warner puis lui dire je peux-tu regarder ton sac, c'était quand même particulier. Là. Donc, juste pour vous dire que malgré là, les bonnes intentions de vouloir les rendre indépendants, là, même à ce très haut niveau-là, on a besoin de les prendre par la main parfois puis s'assurer qu'ils ne font pas d'erreurs. J'ai un athlète qui a perdu son dossard la journée de la compétition au Paname. Là. Donc, il ne trouvait pas son dossard. C'est majeur comme problème. Habituellement, ça veut dire que tu ne compétitionnes pas. Donc, on a été chanceux, on a réussi à l'avoir, mais imaginez-vous un athlète dans la vingtaine avancée qui vient vous voir, j'ai perdu mon dossard. T'sais, on s'attend à voir ça au Jeux du Québec. Là. On ne s'attend peut-être pas à voir ça dans les compétitions majeures. C'est juste un petit commentaire. Excellent. Merci pour le partage. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser des questions à nos conférenciers. Il reste peut-être une dizaine de minutes à l'activité d'aujourd'hui. Un thème que j'aimerais peut-être aborder avec vous, c'est dans quelle mesure on doit essayer de corriger une lacune majeure. C'est-à-dire, quand on a un athlète qui a une de ses 7 ou ses 10 épreuves qui est un peu plus faible, dans quelle mesure ça devrait être notre priorité de corriger cette lacune-là, ou on devrait être capable de l'accepter puis de continuer à vouloir renforcer les forces de cet athlète. Qu'est-ce qui, entre guillemets, est le plus payant? Je sais que ça peut être du cas par cas, puis il y a des nuances, mais je vous lance la question si Alfredo, Luc, Annie, si vous vous sentez à l'aise, allez-y. Merci de répondre à cette question.
C'est de travailler ses forces. À la base, je pense qu'on a avantage à travailler sur la force de l'athlète que de travailler sur la faiblesse. Parce que le temps qu'on va mettre à travailler sa force va être beaucoup plus profitable que le temps qu'on va mettre à travailler sur sa faiblesse. Ça, pour moi, c'est clair et précis. Ou on peut travailler sur la faiblesse par rapport à un athlète, je pense que c'est en début d'année. D'accord? En début d'année, là, lorsqu'on a un athlète, par exemple, qui a plus de difficultés dans une épreuve X, là, on peut mettre un petit peu plus de temps parce qu'au niveau de la charge de travail, d'accord, ça va être, de mon côté, c'est un petit peu plus facilitant pour elle, d'accord, de bien s'adapter à ce travail par rapport à cette faiblesse-là. Mais plus j'avance dans mon année, plus je vais focuser sur les épreuves fortes, mais aussi, les épreuves qui ont plus de difficultés, ils vont avoir à les faire quand même. Donc, on les garde quand même en background, ils vont continuer de les travailler, donc un petit peu moins d'emphase là-dessus. Annie, est-ce que tu as une opinion sur travailler les forces versus les faiblesses? Oui, de mon côté, je pense, oui, c'est très bien qu'est-ce que Luc dit. Je regarderai aussi qu'est-ce qui est de l'objectif principal au cours de l'année. C'est quoi l'objectif principal? Puis, selon la table de cotation, qu'est-ce que je peux aller chercher comme pointage de plus si je travaille sur une des faiblesses plutôt que de travailler sur l'ensemble des forces? Donc, si mon objectif est d'aller chercher 80 points, par exemple, est-ce que ça va être plus facile pour moi d'aller chercher 4 fois 20 points sur l'ensemble des épreuves ou ça va être plus facile d'aller chercher 80 points au lancer du poids, par exemple? Donc, j'ai pris le lancer du poids. C'est une épreuve dans les lancers. C'est pas tellement payant chez les filles. Par contre, si je veux aller passer toute l'année pour travailler sur le lancer du poids, puis, diminuer un peu l'ensemble du travail sur les autres épreuves, peut-être que ça peut être tout aussi payant si je suis capable d'aller me chercher 2 mètres de plus au lancer du poids. Par contre, ce n'est pas une épreuve très payante dans les lancers. Donc, on va peut-être focuser sur qu'est-ce qui est plus payant en termes de puissance, parce que 6 épreuves sur 7, ben, c'est des épreuves de puissance, puis je dirais 9 sur 10 au décathlon, c'est des épreuves de puissance. Donc, ne pas... les sauts, les courses, les sprints, c'est favorisé par rapport au lancer. Donc, je travaillerais peut-être un peu plus là-dessus. Merci Annie, c'est intéressant l'aspect stratégie d'essayer d'utiliser les tables de cotation pour voir où on a le plus à gagner. Alfredo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet-là? Je suis d'accord avec ce que Luc et Annie ont dit de façon générale, puis je suis surtout d'accord avec le principe que j'avais tendance, moi, à travailler beaucoup avec les faiblesses quand j'ai commencé comme entraîneur. Je me disais, OK, on va améliorer les faiblesses, puis je me rends compte que souvent, ce que ça fait, c'est que ça produit peut-être plus de blessures, ça met un stress sur l'athlète qui est plus grand, plus de fatigue. Tout est plus difficile quand on travaille sur des faiblesses versus des forces. Comme Luc a dit, je pense que le temps de travail des faiblesses, c'est très tôt en saison, mais on ne maintient pas ça pendant l'année. Plus qu'on approche la saison de compétition, pour moi, encore une fois, l'histoire de réussir à tout prix. Moi, je veux avoir des réussites à la fin de l'année dans les entraînements. Donc, je ne veux pas nécessairement m'attarder sur des choses qui sont drainantes pour l'athlète et taxantes. Excellent. On a une question du public qui est intéressante. Dans quelle mesure on devrait assurer des marques versus prendre des risques? Si je peux me permettre de développer, c'est surtout dans les épreuves de saut ou lancer. Est-ce que, par exemple, sachant qu'on a 3 essais, au premier essai, on devrait dès le début y aller à fond ou on devrait s'assurer d'avoir une marque qui nous garantit un certain nombre de points en étant un petit peu plus conservateur? Puis, qu'est-ce qu'on fait si jamais, par exemple, on manque le premier, voire le deuxième essai? Est-ce qu'on gère le troisième à fond quand même ou on s'assure une marque? Quelle est votre position en termes de prise de risque versus assurer une marque dans un contexte de décathlon et pentathlon? Je pense que ça dépend beaucoup de la compétition. Moi, j'ai une histoire récente, là, jeune biathlète qui qui est potentiellement médaillable au U-Sport, à l'heptathlon, et au Team Challenge, fait un 0 soit en hauteur parce qu'il commence avec une barre un petit peu trop haute. Le Team Challenge, pour nous, l'objectif était clair. On voulait juste une performance qualificative pour les U-Sport. Donc, dans ce contexte-là, il n'y avait aucune raison de prendre des risques, alors que des performances relativement moyennes partout lui permettaient de passer. Donc, est-ce qu'au saut en hauteur, il aurait dû commencer aussi haut? Non, il aurait pu commencer un petit peu plus bas puis passer des barres pour avoir au moins un score. Dans d'autres compétitions, si on parle de se classer pour des championnats de quoi que ce soit au niveau des équipes nationales, là, on doit prendre des chances, à moins qu'on ait un buffer là, très, très important, qu'on a de la place. Là. De façon générale, moi, l'idée on va sauvegarder, on va
se garder un premier saut safe, là. C'est rare vraiment qu'on va faire ça de mon côté. Moi, je veux qu'ils y aillent. Je veux pas qu'ils fassent d'erreur non plus. C'est pas comme je leur dis, oublie la planche, c'est pas important. Là. Non, la planche fait partie de l'essai. Donc, si tu n'es pas capable de frapper la planche, c'est pas ce que j'appelle un essai safe. Donc, pour moi, c'est important quand même. Ça dépend un petit peu des compétitions. Donc, pour moi, certaines compétitions se prêtent à une approche plus prudente. Quand on est surtout obligé de passer par des compétitions de sélection ou des performances qualificatives. Ensuite, quand on veut vraiment aller chercher des records personnels, pour moi, il n'y a pas d'essai safe, il n'y a pas c'est ça, il n'y a pas de coussin nécessairement, on y va. Annie, as-tu une opinion là-dessus? Oui, je dirais, comme Alfredo a dit, ça dépend toujours de l'enjeu de la compétition. Et aussi, de mon côté, j'y vais pour l'âge de l'athlète. Étant jeune, on a dit tantôt de diminuer le plus possible les échecs parce que faire 0 dans une épreuve, alors que l'athlète pensait bien gagner ses Jeux de la Légion, puis il fait 0 dans son épreuve, il va être longtemps à focusser là-dessus, puis ça va être difficile de le faire revenir aux épreuves combinées. Donc, on essaie de minimiser ces choses-là, mais en vieillissant justement, puis en prenant de l'assurance, puis en gardant le contrôle de qu'est-ce qui se passe sur la compétition. Puis je pense au niveau junior, senior, on peut aller un peu plus à fond, oui, là-dedans. Luc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, quand on parle des sauts en tant que tel, en hauteur, par exemple, moi, mon approche, c'est qu'ils ne travailleront pas avec des barres basses. Donc, c'est de travailler avec des barres qui sont plus hautes, d'accord, pour que psychologiquement, ils s'habituent à passer des barres qui sont plus hautes. Puis, de la façon qu'on le fait à l'entraînement, c'est moi qui gère les barres tout le temps. Donc, l'athlète arrive, il passe la barre, là, oups, je viens de passer une 65. Mais là, tu sais, entre les deux oreilles, ça joue beaucoup. Si je regarde pour les lancers, moi, je trouve que cette approche-là pour les lancers est à proscrire pour l'ensemble des épreuves. Même au niveau des athlètes, par exemple, qui ont 6 lancers, puis qui font les warm-up, ça va super bien, puis qu'ils veulent placer juste le premier lancer. Les lancers, c'est trop de rythme, comme l'ensemble des épreuves, là, mais le lancer, là, il y a beaucoup de rythme à l'intérieur de ça. Donc, pour le placement d'un lancer, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Biomécaniquement, tu changes toutes tes affaires. Donc, tu enlèves ça complètement. Excellent, merci pour ta réponse. On est dans les dernières minutes de la conférence. Donc, le dernier sujet que je veux voir avec vous, c'est, sachant que vous êtes 3 entraîneurs d'expérience, quel conseil vous donneriez à un jeune coach qui débute, qui a de l'intérêt pour les épreuves combinées, pour l'aider à avoir du succès dans sa carrière d'entraîneur? Donc, Annie, si tu es à l'aise de commencer, on t'écoute. Oui, surtout avec les jeunes, là, je valoriserais beaucoup le plaisir de faire de l'athlétisme, d'essayer de toutes les disciplines, s'il le veut. Travailler beaucoup la pose du pied au sol, puis la bonne façon de courir. Donc, travailler avec des cônes, travailler la coordination, travailler autant le haut du corps que le bas du corps, puis ça, ne pas dire on sprint, puis on fait juste de la vitesse. Donc, mais toucher un petit peu à tout, puis valoriser le plaisir de le faire. Luc, conseil pour les jeunes coachs en épreuves combinées? En épreuves combinées, comme dans bien des épreuves, je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'on ne sait pas grand-chose. C'est un petit peu ça, puis c'est d'accepter aussi que tout le monde peut nous apprendre, que ça fasse 10 ans, 15 ans ou 20 ans que tu sois au niveau du coaching. Puis surtout, d'essayer de travailler en collaboration avec les autres coachs. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait présentement avec cette nouvelle réalité-là qui nous arrive? On a des formations avec des coachs d'un peu partout dans le monde, puis les gens donnent énormément. Puis ça c'est un excellent point. Puis comment s'abreuver un petit peu de qu'est-ce qu'un entraîneur fait, qu'est-ce que l'autre entraîneur fait. Puis ce n'est pas nécessairement juste à l'intérieur de nos épreuves à nous. Dans bien des situations, moi, je n'avais pas commencé à travailler encore en épreuves combinées. Puis j'avais des conversations avec des entraîneurs de demi-fond. Puis ça serait adaptable dans mes affaires. Comment je peux améliorer mon coaching, ma préparation, ces choses-là. Mais c'est beaucoup de travailler en collaboration avec les gens, puis de ne pas se gêner surtout, parce qu'il y a beaucoup plus de portes ouvertes et de gens ouverts à discuter et à avoir des échanges que des gens fermés. Excellent. Je pense que c'est un bon conseil avec lequel je suis d'accord. C'est bon pour l'ensemble des groupes d'épreuves, l'ensemble des disciplines de l'athlétisme.
la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un bon réseau de contacts de coachs avec qui on peut échanger, être ouvert d'esprit, puis pas hésiter à poser des questions. La grande majorité des coachs sont ouverts à partager, puis il n'y a pas vraiment de secret. Donc, Alfredo, le mot de la fin, puis ton conseil pour les jeunes coachs en épreuve combinée? Oui, totalement d'accord. En passant, je suis prêt à rester un autre 5-10 minutes si nécessaire pour des questions, s'il y en a d'autres. Moi, je suis ouvert à ça. Mais juste pour dire, moi, je suis d'accord avec Luc, je suis d'accord avec Annie. C'est important d'aller chercher les informations, d'aller chercher l'éducation, si on veut, pour être un bon entraîneur. Puis ça dépasse les cours du PNCE. Là. Il faut être capable d'aller approcher d'autres entraîneurs, d'autres ressources. Il y a beaucoup de choses en ligne. C'est toujours possible d'aller les prendre. Les meilleures ressources sont souvent celles qui viennent d'entraîneurs qui ont beaucoup de succès dans différents contextes, beaucoup de générations différentes, beaucoup d'épreuves différentes, beaucoup de sexes, des contextes différents. Donc, ça, ce sont tous des signes d'un entraîneur qui a du succès et qui est capable de vous donner de l'information. Donc, je vous conseillerais de focuser souvent plus vers ce genre de ressources-là que d'autres. Mais toutes les ressources, comme Luc a dit, peuvent vous apprendre quelque chose. Je vous conseillerais on est toujours mieux de regretter ce qu'on n'a pas fait que de regretter ce qu'on a fait. Okay? Donc, surtout pour les jeunes, si vous travaillez avec des jeunes, souvent, là, si vous avez un doute, là, juste faites-le pas. il y a bien plus de chances que vous ayez tort en faisant quelque chose que vous ayez raison. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas sur l'entraînement puis comment un athlète réagit à l'entraînement que je pense que c'est tout à fait correct des fois de dire on va laisser ça aller. Mieux de couper la pratique un petit peu court que de l'allonger pour essayer quelque chose que vraiment il y a une chance sur 100 que ça réussisse. Donc, je dirais essayez d'éviter de regretter des choses que vous avez faites en diminuant vos actions. Des fois, l'athlète va s'améliorer souvent par la simple répétition d'un geste. Donc, répétez les gestes. Si vous êtes convaincu de quelque chose, vous pouvez intervenir, mais n'essayez pas d'intervenir continuellement sur des détails qui ne sont peut-être pas nécessairement majeurs pour la performance. Excellent. Pour terminer, pour ce qui est de l'entraîneur, moi, je dirais qu'avoir des formations continues, se mettre toujours à l'avance sur où est-ce que tu es rendu avec tes athlètes, et puis avoir un mentor, peu importe le niveau de l'entraîneur, avoir un mentor, c'est quelque chose de primordial. Excellent. Merci beaucoup, Annie. Si on n'a pas d'autres commentaires, je veux remercier Annie, Luc et Alfredo d'avoir été disponibles pour partager leurs connaissances. C'est très, très apprécié. Puis, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Puis, au plaisir de se revoir sur les pistes d'athlétisme d'ici quelques mois. Merci. 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 Bye. Merci. Bye. Bye-bye.